Il n'était pas qu'une rockstar parmi d'autres. Il était un Beatle. La voix de Paul McCartney a aidé à définir une époque. Ses chansons ont changé le monde. Et pourtant, même un homme placé au sommet de l'histoire de la musique a porté des rancunes qu'il n'a jamais pu effacer. Aujourd'hui, à 82 ans, il a révélé les 6 groupes qu'il a le plus détestés. Et les histoires vont bien au-delà de la musique. Il a parlé de rivaux qui se vantaient d'être bien meilleurs, d'amis qui lui ont retiré le tapis sous les pieds, et d'harmonie qu'il jugeait surestimée. Derrière le charme et la diplomatie, il y avait toujours ce feu compétitif. Et lorsque McCartney l'a enfin laissé s'exprimer, les cicatrices sont restées. Sinon, si rancune. La question est simple. Serez-vous du côté du Beatle ou défendrez-vous les groupes qu'il a condamnés? Michael Jackson. Le tapis retiré. Oh, Paul, ce n'est que du business. Les mots de Michael Jackson tombèrent doucement. Mais pour Paul McCartney, ils sonnèrent comme une porte qui se refermait brutalement. En un instant, ce qui avait été une amitié enracinée dans la musique devint quelque chose de plus froid. Les affaires avaient franchi le seuil de la confiance, et McCartney, qui avait jadis conseillé Jackson sur l'importance d'investir dans l'édition musicale, se retrouvait à regarder son élève appliquer cette leçon pour lui acheter le sol même sous ses pieds. Je trouve que c'est louche de faire ça. Être l'ami de quelqu'un, puis lui retirer le tapis sous les pieds. Paul employait rarement des mots durs, mais ici, sa métaphore tranchait profondément. Ce tapis, c'était le catalogue des Beatles. La date, gravée dans les mémoires, 14 août 1985. Jackson avait payé environ 47 millions de dollars pour ATV, qui comprenait plus de 250 chansons Lennon-McCartney. Ce n'était pas illégal, et dans l'esprit de Jackson, ce n'était même pas personnel. Mais pour Paul, c'était une trahison déguisée en affaire. Avant cela, leur histoire avait presque été joyeuse. McCartney avait écrit « Girlfriend » pour l'album « Off the Wall » de Jackson. Ils riaient et s'amusaient ensemble sur « The Girl Is Mine » de Thriller. Ils partageaient la gloire des classements avec « Say 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 ». En studio, tout paraissait simple. 2 géants échangeant des mélodies, pas des contrats. Mais lors d'une de ces sessions, Paul avait lancé ce que tout musicien avisé sait. L'édition musicale est le véritable trésor. Jackson avait pris cette phrase à cœur, entièrement. Paul et moi avons tous deux appris à la dure ce qu'étaient les affaires, l'importance de l'édition, des royalties et de la dignité de l'écriture, écrivit Jackson dans son autobiographie. Pour lui, ce n'était qu'une leçon. Pour Paul, ce fut une blessure. Les chansons n'étaient pas des actifs à déplacer sur un registre comptable. C'étaient des veines, des souvenirs, le cœur de ce qu'il avait construit avec Lennon. Et désormais, un autre homme, un ami, en était le propriétaire à part entière. « Il ne répond même pas à mes lettres », admit Paul des années plus tard, la voix chargée de tristesse plus que de colère. Il avait tenté la diplomatie. Il avait essayé de rappeler à Jackson leur amitié, mais Jackson resta silencieux, répondant seulement par cette phrase « Ce n'était que du business ». Paul ne pouvait accepter de payer des sommes phénoménales pour racheter les chansons qu'il avait écrites à Liverpool, jeune homme sans un sou. Le silence entre eux devint définitif. La cruauté du destin, c'est que McCartney avait déjà vécu cela une première fois. Quand Northern Songs lui échappa dans les années 1960, il avait compris à quelle vitesse la propriété pouvait disparaître. Voir Jackson surgir avec davantage de richesse et l'évincer n'était rien d'autre que la réouverture d'une cicatrice ancienne. Sauf que cette fois, le couteau était tenu par un ami. « Quelqu'un devait bien l'obtenir, j'imagine », déclara Paul plus tard avec une résignation fatiguée. Une phrase destinée à montrer l'acceptation, mais où la douleur transparaissait. Pour lui, le catalogue des Beatles était plus qu'une vitrine de tubes. C'était un véritable archivage vivant de l'histoire. Chaque titre portait le poids de la jeunesse, de la lutte, du génie. Et voir ses souvenirs traités comme des jetons de négociation était quelque chose qu'il n'a jamais pu pardonner. La loi finit par lui rendre ce que l'amitié n'avait pas pu. En 2017, grâce au droit de réversion, Paul récupéra ses chansons.
Pas de célébration, pas d'annonce en fanfare. Juste un retour silencieux de ce qui avait toujours été à lui. On ne peut pas mettre un prix sur un Picasso. Cela n'a pas de valeur, déclara un jour Jackson à propos des chansons des Beatles. D'une certaine façon, il avait raison. Mais Paul en connaissait la vérité plus profondément. Ces chansons n'étaient ni des tableaux enfermés dans un coffre, ni des actifs sur un bilan. C'étaient des morceaux de son âme. Et aucun contrat, aucune transaction ne pourrait jamais changer qui les avait écrites, ni ce qu'elles signifiaient. The Rolling Stones, un groupe de reprises de blues. Lorsque Paul McCartney s'est assis avec The New Yorker en 2021, il a laissé échapper une phrase qui allait résonner dans les couloirs de l'histoire du rock. Les Rolling Stones, dit-il, étaient un groupe de reprises de blues. Simple, direct, piquant. Ce n'était pas la première fois que Paul traçait une ligne de comparaison entre les Beatles et les Stones, mais cette fois, la remarque toucha un nerf à vif. Depuis des décennies, les fans débattaient pour savoir quel groupe avait véritablement défini les années 1960. Avec cette déclaration, McCartney venait de rouvrir une vieille plaie. La rivalité, pourtant, n'était pas née de la haine. Au contraire, les Beatles avaient un jour tendu la main aux Stones, leur offrant même leur premier succès dans les charts avec I Wanna Be Your Man. Mais avec le temps, Paul se montra de moins en moins réservé à l'idée de souligner les différences qu'il voyait. Sur le plateau d'Howard Stern, il avait salué les Stones comme un groupe fantastique, mais n'avait pu s'empêcher d'ajouter « Ils sont un peu enracinés dans le blues, alors que nous avions plus d'influence. » Ce qui rendait ses propos plus aigus encore, c'était la conviction apparente que, selon Paul, les Stones suivaient toujours la voie tracée par les Beatles. Il plaisantait un jour. « Nous passons au psychédélique, ils passent au psychédélique, nous nous habillons en sorciers, ils se déguisent en sorciers. » En surface, cela sonnait comme de la taquinerie. Mais en profondeur, cela révélait autre chose. McCartney voyait son groupe comme l'avant-garde, celui qui fixait l'agenda, tandis que les Stones arrivaient après, adaptant leur image au chemin déjà tracé. Naturellement, les Stones n'ont pas laissé passer la pique sans réagir. Mick Jagger, avec son humour habituel, transforma les mots de Paul en une réplique de scène. « Paul McCartney est parmi nous ce soir », lança-t-il un jour à la foule. « Il va venir jouer quelques-unes de nos reprises de blues. » Plus tard, il admit avoir même envoyé un texto à Paul pour le remercier, expliquant que cette phrase lui offrait une source inépuisable de blagues. Pour Mick, l'humour restait la meilleure défense. Keith Richards, lui aussi, ressentit l'aiguillon, mais révéla que McCartney s'était empressé de calmer les choses. Après la parution de l'article du New Yorker, Paul lui avait envoyé un message privé, insistant « J'ai été totalement sorti de mon contexte. Si tu as lu cette merde, crois-moi, tout est sorti de son contexte. » Richard dit l'avoir cru, notant que Paul avait répondu si vite qu'il était clair qu'il n'avait pas cherché à déclencher une querelle. Mais les mots avaient déjà circulé, et une fois de plus, le monde fut rappelé à l'habitude de McCartney de rabaisser les Stones. Pourquoi Paul revient-il toujours à cette comparaison? Certains y voient de la simple compétitivité. D'autres estiment que c'est une affaire d'orgueil, un Beatle défendant l'héritage de son groupe dans une lutte sans fin pour la couronne suprême du rock. Quelle qu'en soit la raison, ces paroles ont garanti que la rivalité Beatles-Stones ne mourrait jamais tout à fait. Même Robert Plant fit remarquer un jour « Ils se connaissent depuis 1963. Ils s'adorent désespérément. » Et pourtant, l'amour n'efface pas la tension. Pour McCartney, il se peut que laisser l'histoire parler d'elle-même ne soit jamais suffisant. Les Beatles arrêtèrent de tourner en 1966, tandis que les Stones devinrent l'incarnation de l'ère du rock en concert. Mais Paul semble déterminé à rappeler à tous que, lorsqu'il s'agissait de créativité, d'innovation, d'ampleur artistique, les Beatles avaient toujours l'avantage. Dans son esprit,
Les Stones avaient peut-être l'allure, mais les Beatles avaient la vision. Ainsi, la querelle persiste. À moitié blague, à moitié vérité, toujours vivante. Oasis. Un peu dérivatif. Nous sommes plus grands que les Beatles. La fanfaronnade de Noel Gallagher tomba comme une brique à travers une vitre de cathédrale. Pour Paul McCartney, ce n'était pas une bravade espiègle, c'était une ligne tracée dans le sable. Il avait passé des années à répondre poliment aux questions sur les frères Gallagher, leur souhaitant bonne chance, louant leur mélodie, restant au-dessus de la mêlée. Mais au moment où Oasis s'appuya sur la comparaison et déclara être plus grand que le groupe qui avait redessiné la carte de la musique populaire, l'atmosphère changea. Liverpool a la mémoire longue. Oasis avait enregistré ses premières maquettes sur la Mersey, affichait son amour des Beatles comme un étendard et construisait des chansons qui faisaient signe, parfois avec tendresse, parfois avec flagrante insistance, au canon. McCartney entendait l'artisanat, il entendait aussi l'écho. Pour un auteur qui valorise l'éventail, le risque, la réinvention, le tonnerre d'Oasis ressemblait souvent à une tempête qu'il avait déjà traversée. Les mélodies étaient solides, les refrains immenses, mais la silhouette restait familière. Et Paul ne confond pas le volume avec la vision. Ils sont un peu dérivatifs. McCartney laissa enfin tomber le masque sur le plateau d'Howard Stern. Ce n'était pas une colère, c'était un verdict. Il avait tenté la retenue. Puis vinrent le tambour de « Mieux que les Beatles », la fanfaronnade, la mythologie de seconde main. Pour Paul, Oasis traitait l'influence comme des papiers de propriété. Oui, empruntez le son. Oui, proclamez-vous héritier. Mais faites la chose la plus difficile, approfondir le langage, élargir la palette, emmener la forme ailleurs. Il entendait de grandes chansons, il n'entendait pas de nouveaux territoires. Le dire n'était pas de la mesquinerie, c'était un artisan défendant ses standards. Il pensait être meilleur. La rivalité de McCartney avec les Stones avait toujours été un duel d'égal à égal, des routes différentes, le même sommet. Avec Oasis, la tension paraissait plus petite et pourtant plus acérée. Un groupe plus jeune gonflant sa légende en s'agrafant au nom des Beatles. Et lorsque Oasis riposta, décochant des pics au Fab Four, raillant dans les interviews, la patience de Paul s'usa. Il n'était pas fâché de leur succès, il s'ennuyait de la comparaison. Tant de groupes l'ont dit, et c'est le baiser de la mort. S'il y a une superstition à laquelle McCartney croit, c'est bien la malédiction de l'ubris. Dès qu'un groupe se proclame plus grand que les Beatles, l'horloge commence à tourner. Les attentes se figent. Chaque refrain doit être une cathédrale. Chaque album, une époque. L'avertissement de Paul n'était pas un sortilège, c'était la sagesse d'un vétéran. Ne vous enfermez pas dans notre ombre. N'invitez pas une comparaison que vous ne pouvez pas contrôler. Bien sûr, la volatilité des Gallagher n'aidait pas. George Harrison, avec son flegme, avait qualifié Liam de dépassé, et l'onde de choc retomba vers Paul, qui déteste le théâtre des querelles publiques. Il préfère laisser les chansons parler, mais il sait aussi que l'héritage est une chose vivante, facilement déformée par des voix fortes et des gros titres paresseux. Alors il répondit, brièvement, avec précision. Il nomma la part dérivative. Il rejeta l'appât du « plus grand que ». Puis il retourna au travail. Parce que nous n'étions pas aussi bons qu'eux. Des années plus tard, Noel revint sur ses propos. Lors d'une projection de Get Back en 2021, il qualifia la comparaison d'embarrassante et reconnut l'évidence. Les Beatles signifient tout pour lui. Cela comptait. Cela n'effaçait pas l'ancienne fanfaronnade, mais adoucissait les bords. Et lorsque Noel rejoignit Paul pour les 50 ans de Stella McCartney, échangeant des guitares sur Birthday et I Saw Her Standing There, le froid finit par se dissiper. Pas tout à fait l'absolution. Quelque chose de plus chaleureux, de plus humain. La perspective. Alors Paul McCartney, détestait-il Oasis? Pas vraiment.
Il détestait la fanfaronnade creuse, la mythologie facile, la façon dont l'arrogance voulait couvrir l'histoire de son vacarme. Bee Gees, vendre plus que les Beatles. Voilà que ces trois frères vendaient soudain plus de disques que les Beatles n'en avaient jamais vendus. Et il l'a pris personnellement, se souvenait le producteur Chris Thomas. Alors que Saturday Night Fever transformait les pistes de danse en temples, les Bee Gees ne se contentèrent pas de surfer sur la vague disco, ils en étaient à la marée. Dans la Grande-Bretagne de la fin des années 1970, cela piquait. Pour Paul McCartney, qui avait passé la décennie à explorer la pop orchestrale, le folk et l'art rock, la réinvention fulgurante des Bee Gees ressemblait à un raccourci vers le sommet. Le succès en soi ne l'avait jamais dérangé. L'imitation, oui. Ils utilisent les trois mêmes accords que tout le monde. Ils les ont simplement accélérés et ajouté une boîte à rythme, aurait-il maugréé. À son oreille, l'économie de la disco, boucles répétées, guitare sèche, rythme four on the floor, réduisait l'artisanat de la chanson à son échafaudage. Les Bee Gees étaient de brillants chanteurs, certes, mais l'éclat de la production de l'époque donnait à leur tube un aspect plus mécanique que mélodique. Paul ne s'en prenait pas à la musique de danse en elle-même. Il défendait la composition. Lui avait bâti sa vie sur les modulations, les contre-mélodies, les arrangements qui respirent. Ça ne marchera jamais. Paul McCartney, à propos du film Sgt. Pepper. Pepper des Bee Gees en 1978. Voilà où la ligne fut tracée. Pour Paul, sergent. Pepper n'était pas seulement un album, c'était 1000 films intimes dans des millions d'esprits. On ne pouvait pas lui imposer une seule image sans en voler des centaines d'autres. Ainsi, lorsque Hollywood tenta de capturer cette foudre dans une bouteille, avec les Bee Gees en paillettes et cuivre clinquant, il se récria. Non par rancune envers les frères Gibb, mais par révérence pour l'œuvre. Chacun a sa propre image de Sgt. Pepper. Pepper, disait-il, et une image unique, glacée, serait toujours une trahison. Saturday Night Fever s'est vendu plus que presque tout le monde, et le silence de McCartney fut plus bruyant que n'importe quel éloge. Il ne monta pas en croisade publique. Ce n'est pas son style. Mais à la fin des années 1970, alors que l'empire du falsetto des Bee Gees régnait sur la radio, le mutisme de Paul parlait de lui-même. Il admirait les chanteurs capables d'empiler les harmonies jusqu'au comble. Il se méfiait simplement des courants qui transformaient les chansons en simples châssis pour le rythme. Les Bee Gees, renaissant en avatar disco, devinrent l'emblème de ce basculement. Si McCartney grimaçait, c'était parce que le monde célébrait la vitesse de finition plutôt que le kilométrage musical. Un bref hommage, une longue mémoire, après la mort de Maurice Gibb en 2003. Quand Maurice mourut, le communiqué de McCartney fut sobre, respectueux, concis. Pas de pique, pas d'autopsie des pistes de danse. Pourtant, pour ceux qui lisaient entre les lignes, cette brièveté ressemblait à une vérité tue. Les triomphes des Bee Gees, aussi colossaux fussent-ils, représentaient une époque qu'ils ne pouvaient jamais aimer. Pas de haine, de la déception, pas une rivalité, une distance. Sex Pistols, une agression pour les oreilles. Pas vraiment ma tasse de thé. Paul McCartney l'a dit doucement, presque avec un haussement d'épaule, mais dans ses mots se cachait toute une tempête. Pour Paul, les Sex Pistols n'étaient pas une frontière audacieuse. Ils étaient le chaos pour le chaos. Il avait déjà vécu les interdictions, les foules en colère, les gros titres accusant les Beatles de corrompre une génération. Il avait porté la musique vers de nouveaux mondes, psychédélisme, pop orchestral, expérimentation jugées impossibles. Alors, quand le punk fit irruption, bruyant et déchiqueté, McCartney n'y vit pas une révolution. Je ne supporte tout simplement pas sa musique, admit Johnny Rotten des années plus tard. Le sentiment était réciproque, bien qu'il brûlât sous des couleurs différentes. Pour Rotten, mépriser McCartney ne relevait pas des notes, mais des symboles. Les Pistols avaient un besoin d'une cible, et Paul était parfait. Le songwriter raffiné,
le Beatle incarnant tout ce que le punk promettait de détruire. Sid Vicious crachait « vendu de l'establishment » lorsqu'ils se croisaient dans un couloir. Les posters des Beatles devenaient des planches d'entraînement pour simulacres de violence. Pour McCartney, qui avait toujours tenté de séparer l'homme de la musique, c'était plus qu'une insulte. C'était une déclaration. Tout ce qu'il avait bâti devenait l'ennemi. Puis survint la scène la plus étrange. Knightsbridge, fin des années 1970. Paul et Linda aperçoivent John Lydon dans un taxi. Et au lieu de l'ignorer, Paul traverse la rue en courant, tambourinant à la vitre, tout sourire, la légende courant après le rebelle, et Lydon. Pris de panique, il verrouille la portière, détourne le regard. Il était amical, et moi je me suis comporté bêtement, reconnut-il des années plus tard. Mais dans cette scène unique, le fossé fut révélé. Paul tendant la main avec chaleur, le punk s'y dérobant. Le frère de Linda, John Eastman, le formula crûment. Paul trouvait leur musique une agression pour ses oreilles. Ce n'était pas seulement le volume ou les ricanements. C'était le théâtre de la violence, l'autodestruction, le son d'une musique crachant sur son propre reflet. McCartney pouvait admirer Pretty Vacant pour son impact, la qualifier même d'énergie sensationnelle. Mais la vérité était simple, ce n'était pas pour lui. Ni alors, ni jamais. Avec le temps, la distance ne fit que se durcir. Rotten le traita de dinosaure. Sid multiplia ses insultes. Paul détourna les yeux, refusant de gaspiller son souffle. Pour les Pistols, il était le passé qu'il fallait tuer pour exister. Pour Paul, ils étaient des vandales perforant la cathédrale du son. Et pourtant, sous le mépris, chacun entreapercevait l'humanité de l'autre. Rotten pouvait dire que Paul était un type vraiment sympathique. Paul pouvait reconnaître le feu brut des Pistols. Mais le pont entre eux était trop fragile, trop facile à brûler. The Beach Boys, une rivalité née de l'admiration. La rivalité la plus féroce de la carrière de Paul McCartney n'était pas avec les Stones, ni avec Oasis des décennies plus tard. Elle fut avec les Beach Boys, et surtout avec leur architecte Brian Wilson. Au milieu des années 1960, les deux groupes s'envoyaient des expérimentations sonores par-delà l'Atlantique. Rubber Soul poussa Wilson à créer Pet Sounds, et Pet Sounds inspira à son tour Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pendant un temps, c'était une conversation en musique. McCartney admit plus tard « Brian Wilson s'est en quelque sorte révélé être un compositeur vraiment incroyable. Nous sortions une chanson, Brian l'écoutait, puis il en faisait une autre. » C'était bien une rivalité, oui, mais une rivalité enveloppée de respect. Mais l'admiration finit toujours par s'aigrir quand les égos s'en mêlent. Lorsque Wilson échoua à terminer son ambitieux projet Smile en 1967, la patience de McCartney céda. « Si tu n'es pas capable de finir ce que tu commences, tu ne devrais pas être dans ce métier », aurait-il confié à des proches, une pique qui blessa profondément. Peu après, lors d'un dîner cette même année, Paul rejeta purement et simplement la musique des Beach Boys, qualifiant leurs chansons de « simplistes » et leurs harmonies de « prévisibles ». En façade, Paul continua de louer leur travail, citant souvent God Only Knows comme l'une des plus grandes chansons jamais écrites, mais même ces éloges étaient teintés d'une pointe acide. En 1993, il apporta une précision piquante. Il faisait de jolies harmonies, mais je pense que les gens exagèrent l'influence qu'ils ont eue sur nous. C'était comme s'il avait besoin que le monde sache que, oui, les Beatles avaient admiré les Beach Boys, mais qu'ils n'avaient jamais été véritablement menacés. Cette défensive s'aiguisa encore quand les Bee Gees et les Beach Boys s'associèrent en 1978 pour une adaptation kitsch de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. McCartney ne mâcha pas ses mots. Dans son podcast A Life in Lyrics, il déclara crûment « Ça ne marchera jamais, parce que chacun a sa propre image de Sgt. Pepper.
Et si vous en choisissez une seule, ça ne suffira jamais. Même des décennies plus tard, lorsque McCartney et Wilson se croisaient parfois lors d'événements caritatifs ou d'hommages, l'ombre de cette rivalité planait toujours. En 2002, Paul eut la gorge serrée en chantant God Only Knows aux côtés de Brian, mais l'émotion était complexe, mélange d'admiration, de regret et de rappel d'une bataille qui avait brûlé trop fort. À 82 ans, Paul McCartney a finalement dit tout haut ce qu'il retenait depuis des décennies. 6 groupes, 6 noms qu'il n'a jamais pu pardonner. Était-ce de la jalousie, de la trahison, ou simplement le feu d'un homme qui refusait d'être éclipsé? La question reste ouverte. Êtes-vous d'accord avec lui? Ou bien McCartney a-t-il été injuste envers ses rivaux? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites des rivalités les plus féroces du rock.